Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'argent, de finances, de plein de choses intéressantes. On va vous apprendre comment mieux gérer votre argent, comment être mieux responsable et peut-être même allumer une petite étincelle chez vous si vous avez une fibre entrepreneuriale pour vous donner le go qu'il faut pour partir un projet. Oui, on parle à des entrepreneurs qui vont vous parler de leur expérience, de ce qu'ils ont bien fait, ce qu'ils n'ont pas bien fait. Fait que, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, liker les podcasts, envoyez-nous des suggestions de trucs que vous voulez apprendre. Je pense qu'on est tous curieux de nature, puis on veut parler de finances, quelque chose que je pense qu'on ne parle pas assez dans la vie de tous les jours. Puis sans exception, aujourd'hui, on rencontre quelqu'un de super intéressante. On en a parlé un peu dans nos podcasts précédents qu'on voulait toucher le domaine agroalimentaire. C'est un domaine qui nous intéresse. Puis on a trouvé quelqu'un qui s'y attaque puis qui est un vent de changement dans l'industrie et dans le monde de l'entrepreneuriat au Québec en général. Quelqu'un de très inspirante et j'ai nommé Andréane Lorrain de l'épicerie Loco, L-O-C-O. C'est la DG et une des fondatrices. C'est une petite épicerie sans déchets, bio, locale, comme le nom le dit, Loco. Ils ont une succursale à Villeray, j'appelle ça une succursale, c'est une épicerie. Une épicerie au quartier de Villeray, à Verdun et j'ai pas l'autre en tête, mais il y a une franchise sur le plateau. Ouais. Puis Villeray, Huntsic, puis Verdun. Oui, merci. Puis révolutionne, comme tu dis, le domaine de l'épicerie. Là, on va toucher à plein de sortes de choses, tant le côté environnemental, l'approvisionnement, les défis. Puis de faire les choses un peu différemment, je pense. Ouais. Je pense quelqu'un qui a une nouvelle vision puis qui ose pas de questionner le statu quo dans le domaine alimentaire québécois. Ils ont gagné un prix dernièrement, non? Oui, exactement. Donc c'est là que je l'ai rencontré au concours Ose entreprendre qui ont gagné. Ils s'en vont dans les nationaux là, bientôt. Donc au moment que le podcast va sortir, peut-être vous irez voir s'ils ont gagné. Mais non, vraiment, 4 filles passionnantes. On a la chance d'avoir Andréane aujourd'hui. Mais vraiment, des personnes à découvrir. Leur entreprise révolutionnaire, là, sans fausse prétention, là, vraiment des gens super. Donc, sans plus tarder, on passe ça. Bonjour Andréane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation puis de te prêter au jeu du podcast Les Éconos. Pour commencer, parle-nous un peu de ton entreprise, de toi. Comment est-ce que ça a débuté? Parfait. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là ce matin. Donc, moi, c'est Andréane. On est 4 cofondatrices, en fait, qui ont parti l'entreprise. Ça fait quasiment 6 ans déjà. Donc, on est toutes des étudiantes en sciences de l'environnement, soit à la maîtrise ou au doctorat à l'UQAM. Puis, quand on a fini nos études, on a remarqué qu'on n'arrivait pas à consommer dans notre vie de tous les jours comme on voulait pour nos valeurs. Fait qu'on n'arrivait pas à savoir la provenance des aliments, les ingrédients complets, est-ce qu'il y a des agents de conservation, des produits chimiques, c'est quoi l'impact sur notre santé puis sur notre planète. Donc, on s'est dit qu'on allait créer nous-mêmes la solution pour avoir une épicerie le plus complète possible qui a le moins d'empreinte écologique possible. Donc, c'est vraiment une épicerie où on a des aliments, mais on a aussi tous les produits d'usage courant. Fait qu'on veut vraiment avoir rassemblé le plus possible tout ce qu'on ne pourra jamais recycler, réutiliser et tout. Donc, l'alimentaire, les savons, les dentifrices et les produits ménagers comme le détergent, savon à vaisselle. Oui, fait que dans le fond, c'est ça, c'est un peu le nom de ces épiceries locaux que vous avez. Fait que ça a commencé, le premier que vous avez parti, c'était dans Villeray, c'est ça? On a lancé notre première épicerie à Villeray en 2016. Puis ça nous a vraiment pris comme 2 ans à 4. Là. On avait soit aux études ou des emplois à temps plein en à côté. Là. Fait que 2 ans à comme
créer le concept, approcher les fournisseurs et tout pour avoir une gamme de produits assez complète pour pouvoir ouvrir les portes. Puis on a ouvert notre premier à Villeray sur Jarry suite à plusieurs sondages auprès de la population, savoir où est-ce qu'ils en voulaient et tout. Puis c'était vraiment là qu'il y avait la plus grande demande. Puis qu'est-ce que c'est exactement l'épicerie? Fait que c'est une épicerie, vous offrez des produits là, comme une épicerie normale. Fait que quelqu'un peut faire son épicerie complète chez Loco. Oui, ben c'est sûr que les gens, des fois, ils nous disent vraiment souvent que la première fois, ils sont intimidés. Là, fait que c'est ça que je pense. C'est un changement de leur habitude normale. C'est ça. Fait qu'il y a quand même des différences visuelles parce que, dans le fond, pour arriver à avoir l'épicerie la plus écologique possible, ben premièrement, il y a l'aspect qu'on voit le plus qui est zéro déchet. Donc, les gens peuvent amener leur propre contenant, les peser en arrivant puis remplir juste la quantité qu'ils veulent. Fait que ça nous permet aussi de réduire le gaspillage alimentaire. Fait que souvent, tu sais, on va calculer notre panier d'épicerie à un certain montant, mais on va en perdre, tu sais, qu'on calcule pas nécessairement les pertes, mais si on achète juste la quantité qu'on a vraiment besoin, aussi pour découvrir des fois des nouveaux aliments qu'on n'est pas encore sûr comment les cuisiner, si on va aimer et tout, puis qui finalement vont rester 2 ans dans notre armoire, puis reste là, ben tu sais, ça permet vraiment de prendre la quantité qu'on veut. Puis sinon, ben c'est aussi tous des aliments biologiques en circuit court le plus possible avec des petits producteurs québécois. Fait que ça change quand même beaucoup dans le modèle derrière parce que on va vraiment beaucoup avoir des produits en bac réutilisable. Donc, c'est aussi zéro déchet avec nos producteurs. Avec les fournisseurs, le plus possible. Des bacs, c'est vraiment cool. l'objectif d'être zéro déchet au maximum. Là, on est comme peut-être à 50%. Fait qu'il peut amener des bacs réutilisables. Puis, donc, en circuit court, ça fait aussi qu'ils ont fait moins de transport. Donc, il y a le moins possible. Puis, il y a eu moins d'intermédiaires aussi de transformation, d'emballage, de tout ça. Fait que ça nous permet aussi de garder l'économie plus locale. Très cool. Ouais, donc vraiment des produits produits ménagers, tu avais dit des savons, soins corporels, fruits, légumes. Il n'y a pas de viande, je crois. Oui, c'est vraiment la seule catégorie de produits qu'on n'a pas, vu que 18% des gaz à effet de serre produits par l'humain dans tout le monde entier, ça provient de la production de produits animaliers. Fait que ce soit la viande, et puis on compte qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Fait que d'avoir un champ de maïs puis de soya pour nourrir le bétail, ben, ça compte dans l'empreinte écologique de ces produits-là, parce que ce champ-là aurait pu être utilisé pour des aliments qu'on aurait consommés directement. Ouais. Fait que 18% vraiment de tout là, incluant le transport, tout. Donc, c'est vraiment la catégorie de produits qu'on n'était pas capable de justifier, même si on peut y aller vers des options plus de terroir éco-responsables. Fait qu'on ne se lance pas là-dedans, mais on a quand même des produits laitiers. OK. Vous vous affichez pas nécessairement comme vegan, mais c'est plus basé sur l'aspect écologique. Empreinte écologique. Puis ce qu'on trouve vraiment important, là, c'est que c'est inclusif. Fait que c'est vraiment pour quelqu'un qui a jamais fait de pas dans sa vie là-dessus, mais qui est prêt à essayer une ou deux choses, faire son premier pas, il peut venir. Fait qu'il va pas être déstabilisé au niveau... si son but, c'est de passer des œufs réguliers à l'épicerie de multinationales qui viennent un peu plus loin à des œufs biologiques d'un petit producteur du coin, ça peut être juste ça, son premier pas, puis c'est correct. Fait que comme le but, c'est vraiment d'être inclusif. Puis les gens, souvent, c'est une démarche qu'ils vont faire sur environ 2 ans pour se rendre là où ils veulent aller, petit à petit. Mm-hmm. Fait que on conseille vraiment pas que ce soit juste pour les convaincus qui veulent faire tout d'un coup, là, sinon les gens... Mais il y a trop d'habitudes à changer. C'est ça, c'est pas un changement qui va être durable. T'sais, ils vont le faire, puis ça va être trop d'efforts, puis ils vont revenir en arrière. Puis ma question, moi, c'est quand vous partez, vous avez votre plan d'affaires au niveau... vos objectifs écologiques. Est-ce que vous... si vous comparez maintenant ou dans les 2 premières années... versus le plan, est-ce que vous avez été plus loin ou vous avez été un peu moins loin que qu'est-ce que vous aviez originalement prévu? Bien, on a vraiment bien suivi notre plan d'affaires dans le sens que nous, notre but, c'était vraiment, on était 4 cofondatrices, c'était d'avoir 3 épiceries puis des franchises. Fait qu'on a 3 épiceries à nous, on a une franchise sur le plateau Mont-Royal. Fait que, on a vraiment suivi notre plan d'affaires, là. Puis c'est vraiment pour avoir une certaine masse qui nous permettait d'avoir des emplois. Tout le monde dans l'entreprise, puis vraiment changer les choses à plus grande échelle. Fait que ça, on l'a suivi, mais en même temps, on s'attendait vraiment pas qu'il y ait un aussi gros engouement au début, tu sais, parce que dans le fond, c'était la
première épicerie zéro déchet au Canada. Fait qu'au Québec, tu sais, ça existait vraiment pas. Fait que nous, on pensait qu'on allait juste faire notre petite épicerie de quartier dans notre coin, puis servir les clients, puis tu sais, que ça allait être ça. Sauf que dès qu'on a lancé la page Facebook, en fait, on a eu 2000 personnes en 24 heures, d'un peu partout au Québec. Les gens, on s'attendait vraiment pas à cet engouement-là. On pensait que c'était plus comme pour les gens un peu plus convaincus comme nous, puis tout. Puis finalement, fait que ça a grossi tellement vite qu'on n'arrivait plus à desservir avec notre première épicerie vraiment rapidement après quelques mois. Il y avait comme trop de monde. Fait que c'est là qu'on a ouvert notre deuxième à Verdun, même pas un an plus tard. Puis ainsi de suite, on a ouvert comme une par année, là. Fait que c'est comme l'impact est plus grand que ce qu'on pensait, même si on avait prévu en ouvrir quelques-unes, mais on pensait pas que c'était suite à une demande trop grande. Est-ce que vous avez plusieurs employés? Vous êtes 4 fondatrices, t'as dit? Oui, on est une quarantaine d'employés en tout, là, dans les 3 succursales. Puis on a la franchise qu'on compte pas là, comme nos employés parce que c'est leurs employés. Okay. Ouais. Puis c'est ça, on est en administration, on est 4. Dont moi, là, qui fait la direction générale. Puis le reste, on a nos gérants, nos assistants gérants et tout dans chaque succursale. Wow. Ouais. Puis tu as eu cette courbe d'apprentissage-là aussi à apprendre, côté gestion de personnel, d'entreprise, de rouler. Ça a l'air compliqué, rouler une épicerie, non? Oui. Tu as plusieurs produits, tu as des dates d'expiration, tu as des fournisseurs, tu as beaucoup de logistique. La gestion des ressources humaines aussi, là, tu sais, dans une situation de pénurie de main-d'œuvre comme on a en ce moment, comment est-ce que c'est de trouver des gens pour travailler dans l'épicerie? Ben c'est tout un contexte particulier là, qu'on a depuis 2 ans. Là, comme si on dirait que toutes les situations les plus extrêmes arrivent en même temps. On n'a pas nécessairement de pénurie de main-d'œuvre, mais qu'est-ce qu'on remarque, vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des pénuries de main-d'œuvre au Québec, c'est qu'il y a un roulement vraiment plus grand. Parce que les employés, ils voient des offres d'emploi partout. Puis il y en a qui sont tellement mal pris qu'ils sont prêts à monter beaucoup leur salaire par rapport à ce que c'est supposé être sur le marché juste pour pouvoir continuer à exister puis à rouler. Ouais. Fait que ça c'est une problématique qu'on voit, c'est le roulement qui est plus grand qu'avant. Au moins, on a beaucoup de monde qui viennent travailler avec nous pour les valeurs. Fait que pour vraiment continuer à changer la manière qu'on s'alimente au Québec, à rendre l'alimentation plus écologique. Fait que ça nous aide vraiment beaucoup à avoir des employés motivés chaque jour. Puis on a toujours mis l'emphase sur la flexibilité avec eux. Fait que, tu sais, c'est comme il faut penser à plus d'avantages généraux. On a les assurances collectives maintenant, même si on est une petite entreprise, cool. depuis octobre passé. Donc, tu sais, ça c'est des avantages qui sont vraiment appréciés. Mais c'est ça, les étudiants, ils se font approcher sans cesse. Là, parce que nous, dans le fond, c'est ça la particularité, c'est qu'on a des employés à temps plein, mais on a beaucoup d'étudiants aussi. Fait que c'est ça qui est plus difficile. Puis au niveau de changement écologique, est-ce que vous êtes plus zéro déchet que vous l'aviez prévu? Est-ce que vous l'êtes moins? Comment est-ce que vous réussissez à aller en chercher plus? Ou, Est-ce que dans le fond, les consommateurs, eux, quand ils arrivent, qu'est-ce qui arrive si c'est la première fois? Ils ont pas leur. Est-ce qu'ils peuvent comme. Au final, ils apportent leur sac, ils mettent tout pêle-mêle, ou je veux dire, vous avez quelques options qu'eux peuvent acheter pour réutiliser, j'imagine? Oui, exact. Fait que du côté des consommateurs et des citoyens, s'ils viennent pour la première fois, il y a des sacs en papier brun. Puis il y a beaucoup de clients qui utilisent des sacs en papier brun, mais ils viennent plus comme prendre des aliments qui sont plus biologiques ou plus locaux. Tu sais, fait que comme c'est pour eux, c'est plus ça qui sont importants. Okay. On a aussi des pots consignés, fait que c'est des pots en verre de plusieurs formats, tu sais, autant pour l'huile, les vinaigres, tout ça, pour ce qui est liquide. On a des pots pour ces produits-là. On en a d'autres pour ce qui est plus les aliments secs. Fait que ça aussi, c'est des options. Fait que c'est vraiment la consigne. Nous, on l'utilise depuis longtemps. Puis c'est en circuit court. Ouais, c'est ça. C'est de s'organiser. Fait que ça marche vraiment bien depuis le début. Donc, c'est vraiment des pots que nous, on stérilise sur place. Donc, on a tous les équipements pour les stériliser. Fait qu'on rembourse le client dès qu'il nous le rapporte, le plein prix. Puis, on fait vraiment la rotation avec eux. Fait que ça, on en utilise vraiment beaucoup. Puis là, depuis la pandémie, on a l'occasion de réutiliser des contenants de la ferme Vallée Verte, en fait. Fait qu'on réussit à avoir ces contenants-là à 20 sous pour le client. Fait que là, on vient vraiment réduire comme la barrière à l'entrée, parce que d'habitude, c'est entre 1 et 2 $, les pots en verre. Puis là, il y a une pénurie mondiale là, depuis la pandémie, depuis environ 1 an de pots en verre. Fait que nous, maintenant qu'on les achète plus, mais qu'on les réutilise, on garde le prix bas pour les gens. Fait qu'ils ont moins... tu sais, quand on dit 20 sous, ils sont comme « Ah, pas de problème. » Puis en plus, on te rembourse quand tu le rapportes. Ça, c'est vraiment une bonne manière de travailler la consigne avec les gens puis l'aspect zéro déchet. Après...
après, on a ouvert depuis 2 ans un centre de distribution zéro déchet aussi. C'est ce que je parlais à Anthony. C'est intéressant, ce concept-là. Peux-tu l'expliquer aux auditeurs? C'est vraiment pour venir soutenir nos producteurs, en fait. Fait que, dans le fond, il y a 3 ans, j'ai fait le parcours innovation de la Ville de Montréal. Puis, on analysait toute l'entreprise pour voir c'est quoi la prochaine étape puis comment on peut aller plus loin dans notre mission. Puis là, c'était vraiment d'offrir un service pour les producteurs, pour venir les soutenir eux, parce que des fois, c'est difficile pour eux d'avoir plusieurs manières déjà de commercialiser leurs aliments. Fait que s'ils y arrivent, puis nous, c'est tout réutilisable en bac réutilisable, puis un autre fournisseur veut un autre modèle, plus emballé, plus jetable, tout ça, tu sais, fait que ça devient difficile pour eux. C'est une grosse barrière. Donc, le but du centre de distribution, en fait, dans un premier temps, ça a été pour centraliser nos commandes de nos 5 épiceries, en fait. Fait que ça, ils apportaient leur pot. Puis nous, après, on offre aussi des services de stérilisation, soit de contenants de vrac, fait que des gros contenants avec qui ils peuvent faire la rotation, ou des pots en verre, justement, qu'on va identifier. Donc, on fait la rotation. Puis, le pot en verre permet d'avoir un prix fixe. Puis ça, les gens, ils ont beaucoup de questions sur la conversion du prix au kilo versus qu'est-ce qu'ils vont prendre. Puis, des fois, c'est une barrière à l'entrée, surtout en ce moment que le prix alimentaire a augmenté. Parce qu'ils s'attendent à avoir un rabais s'ils achètent plus ou... Non, parce qu'ils n'arrivent pas à calculer combien ça va leur coûter. Puis, des fois, ils ont peur qu'à la caisse, d'arriver à la caisse, faire c'est vraiment cher à avoir su, tu sais, je l'aurais pas pris. Okay. Fait que là, le fait d'avoir plusieurs formats en pot déjà faits, en plus du vrac, bien, ça les aide vraiment. Ça enlève une autre barrière au vrac, là. OK. C'est une très bonne idée. En effet, j'avoue, parce que tu peux avoir quelque chose, mettons, 22 le kilo, puis là, tu le mets sur la balance, c'est comme, un demi-kilo. Ben, surtout les pistaches, mettons, il y a des produits là, qui ont augmenté tellement depuis 1 an là, que tu peux rester surpris. Fait qu'on offre tout le temps ces formats-là, fait que là, ils peuvent voir un peu la différence. Puis aussi, depuis 5 ans, là, on a aussi toujours le prix à la tasse. Fait que des fois, c'est plus facile de s'imaginer une tasse. Là. OK, c'est une bonne idée, parce que souvent, moi, c'est ça, mon problème quand je vais dans le vrac. Je sous-estime tout le temps combien que j'en mets dans le sac. Là. Je vais prendre comme une demi-livre. T'arrives à la caisse, c'est 2 livres. Fait que c'est un peu... Je deviens trop excité quand il y a quelque chose qui m'intéresse. Puis tu sais, dans les supermarchés, les emballages sont souvent vides. Fait que des fois, on a l'impression... Des fois, les gens remplissent carrément l'emballage d'un supermarché qui arrive, puis ils se demandent pourquoi c'est beaucoup plus cher, mais la quantité... nos prix sont vraiment abordables. Fait que c'est la quantité vraiment qu'on n'est pas habitué de voir comme étant plein. Tu sais, nous, quand tu le remplis, tu le remplis au complet. Là, comment vous déterminez votre prix de produit? Est-ce que vous avez des marges constantes? Est-ce que vous comparez les prix à les épiceries traditionnelles ou pour le même produit? Les produits sont tous bio, c'est certifié bio ou écologique aussi? Oui, dans le fond, c'est certifié biologique. Fait que on a besoin d'une certification parce qu'on ouvre des gros contenants, puis les gens prennent en vrac. Donc, vu qu'ils contrôlent la portion, on doit être certifié. Puis, dans le fond, pour les prix, là, la marge moyenne là, dans le vrac, c'est 35 de coût des marchandises vendues. Fait qu'on redonne 65 du coût d'achat pour les gens directement aux producteurs, vu qu'on est beaucoup en circuit court. Fait que ça permet vraiment de garder l'argent dans les poches des producteurs, puis continuer à faire des bonnes actions, à s'assurer que leurs produits soient le plus écologiques possible, puis de vraiment garder l'économie au Québec. Puis, dans le fond, nous, là, ça a beau être bio et tout, on essaie tout le temps d'être en bas des supermarchés, leur prix biologique. Fait que ça a toujours été ça, là. Fait que même avec les changements qu'il y a eu dans les dernières années, on reste abordable. Puis là, même ces temps-ci, quand on regarde... C'est comme une affaire de chaque semaine, là. Bon, qu'est-ce qui a monté cette semaine? Mais c'est au moins, tu sais, le producteur, il le dit, là, quand il est rendu là. Tu sais, comme, puis là, admettons, là, pour les produits laitiers, c'était tout le Québec en même temps, parce que ça, c'est des lois québécoises et tout. Mais comme, ces temps-ci, c'est fou. Mais si les gens, il faut vraiment qu'ils recommencent à comparer, parce que souvent, on est moins cher que même, tu sais, des bannières, même pas bio, puis... qui sont considérés comme les moins chers au Québec, là, parce que nous, on travaille en circuit court, fait que les prix, ils ont vraiment moins augmenté, parce que ce qui est arrivé pendant la pandémie, c'est que chaque intermédiaire a augmenté un peu ses prix parce qu'il y avait des pénuries, parce qu'il y a la pénurie de main-d'œuvre, tout ça. Ouais, fait que si tu es en un supermarché, souvent, il y a eu, tu sais, une quinzaine d'intermédiaires entre le producteur puis ton client. Fait que si chacun de ces 15-là ont augmenté un petit peu leur prix, eux, leurs prix ont beaucoup augmenté. Nous, on est en circuit court, puis on produit au Québec dans les mêmes conditions climatiques qu'avant. Fait que
le prix a vraiment pas beaucoup changé. Le circuit court doit avoir beaucoup de défis aussi, non, quand même, de logistique, de transport, ou est-ce que c'est là de là qu'est venu le centre de distribution? Ouais. C'est juste comme, bon, mais tout le monde, tous les producteurs vous l'envoient ou vous le livrent là. Eux, c'est eux qui le livrent ou ils ont des livreurs ou... Ben c'est ça, c'est tout ça en fait, c'est comme chacun a son modèle, mais le circuit court marche super bien quand c'est prévu à l'avance. Si c'est une entreprise qui veut grandir le plus possible, ça marche pas, mais si c'est une entreprise qui a prévu son modèle d'affaires, comme les fermes en permaculture, c'est des petites fermes mais qui sont capables, même sans tracteur, sans tout ça, de produire des belles quantités de légumes par eux-mêmes, avec quelques personnes, puis de garder un bon prix sur leurs légumes, puis d'aller les porter à certains points de distribution. Fait que ça, nous, on travaille, vu qu'on a 130 petits producteurs, puis on supporte vraiment beaucoup l'innovation et tout le changement, on n'a pas peur de tester beaucoup de choses avec eux. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est vraiment le plus efficace, c'est de pouvoir avoir des personnes qui s'occupent de la vente pour eux. Fait que, exemple, ils ont juste à le produire. Ouais, puis d'aller à une ou deux places, puis tu t'apportes tout. Fait que là, c'est ça, on a beaucoup de petits producteurs de légumes l'été. Ils viennent nous porter tout au centre de distribution, puis on redistribue dans nos propres épiceries. Mais là, on a commencé aussi les d'autres B2B. Fait que d'autres épiceries qui nous ressemblent, des fois nos propres fournisseurs, producteurs, comme exemple la transformerie avec leur sauce et tout. Mais des fois, ils nous rachètent des aliments pour leur transformation. Fait que, tu sais, comme ça, on peut vraiment être en circuit circulaire, fermé, court, le plus possible. Donc, on peut redonner. Fait que eux, c'est ça qu'ils ont besoin, c'est de savoir une certaine quantité de légumes qui peuvent nous amener, puis à pouvoir se reposer là-dessus. Puis nous, on s'occupe, avec le centre de distribution, plus de la logistique de distribution. Puis avec les épiceries, de comprendre nos clients, qu'est-ce qu'ils veulent, à quel moment, puis de la production. Comme là, avec une ferme vers chez nous, on a prévu la production il y a comme 5 mois déjà. Puis on a regardé qu'est-ce que nos clients ils veulent, combien ils en achètent par semaine, puis là, toutes leurs récoltes vont être prévues pour nous. Puis ça, elle dit ça, c'est la meilleure chose que je peux avoir parce que les pertes au champ, les pertes de la distribution, après, il y en a tellement que souvent, il faut qu'ils produisent comme le double pour pouvoir rentrer dans leur argent. Mais si on réussit à bien s'organiser, il y a moins de gaspillage. On vend presque tout ensemble, puis j'ai un point de vente où elle m'apporte les légumes, elle peut garder ses prix beaucoup plus compétitifs parce qu'elle en a comme la moitié qu'elle aurait perdu. Il n'y a pas de risque. Ouais. Pas de risque de son côté. C'est vrai. Fait que c'est vraiment de s'organiser. Oui, parce que le gaspillage alimentaire, c'est énorme aussi là, dans l'industrie normale, si on peut dire, ou conventionnelle. Là, il me semble un tiers mondial ou quelque chose, je me souviens plus de la statistique, tu dois savoir mieux que moi, là, mais il y a énormément de gaspillage. Oui, que juste le gaspillage alimentaire serait le 2e continent le plus polluant en gaz à effet de serre, si ça serait un continent, si c'était un continent. Fait que le gaspillage alimentaire, c'est vraiment important, mais c'est surtout pour un producteur de perdre ses légumes qu'il a passé l'été à produire, c'est terrible. Fait que c'est vraiment, le circuit court marche bien si c'est pensé en communauté. Fait que nous, dans le fond, on veut vraiment créer un réseau alimentaire alternatif. Notre modèle ne fonctionne pas dans le système alimentaire mondialisé actuel. Tu sais, c'est ça, il y aurait trop de pertes. Les prix devraient être trop élevés ils seraient pas abordables. Mais donc, les produits là, qu'on ne retrouve pas au Québec, vous ne les vendez pas? Bananes ou... Oui, nous, c'est vraiment l'épicerie le plus complet possible. Fait qu'on trouve la solution la plus écologique qui est disponible en ce moment. Okay. Puis le banane, c'est très important pour les gens. Si on n'a pas de banane, ils sont très fâchés. Non, c'est ça, les bananes oranges, mais tu sais, le riz, tu sais, tout ce qu'on ne produit pas du tout au Québec, là. Mais comment vous faites pour ça? Vous avez quelqu'un... Oui, là, c'est plus des distributeurs qui s'occupent des relations. Dans le fond, ça dépend lesquels. T'sais, exemple, on a un distributeur qui s'occupe juste de petites coops au Pérou pour tout ce qui est café, chocolat et tout, certaines épices. Fait que là, on est quasiment en circuit court parce qu'on a juste notre distributeur qui est comme une personne, là, dans le fond, qui va nous l'amener, puis c'est certifié équitable biologique. T'sais. Fait que comme on connaît là, ces coopératives-là, ils savent que c'est nous qui vendons leurs produits. C'est vraiment très, très court comme circuit. Puis après... sinon, on a des distributeurs qui, eux, vont regarder avec plus de place parce que souvent, surtout dans le bio, c'est selon les saisons. Fait que comme certains produits vont pas être tout le temps de la même place, certaines noix vont être disponibles à telle saison, c'est en Afrique qui sont prêtes. Okay. Après, c'est en Asie. Fait que tu sais, il y a certains produits que c'est vraiment... il faut trouver. Saisonnier, Puis comment est-ce que vous faites justement pour gérer cette productivité-là des légumes pendant l'hiver, là, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas de poivrons qui poussent trop en hiver.
peut-être un petit peu en serre, là, Ouais. mais... Non, c'est ça. C'est l'hiver, c'est vraiment... en fait, en ce moment, c'est quasiment le pire moment, là, vers la fin de l'hiver, début printemps, parce que là, les récoltes sont pas encore prêtes du Québec, puis là, on a vraiment plus beaucoup de choses. Fait que dans le fond, on va essayer de favoriser au maximum les produits locaux. Comme les pommes, on réussit à les avoir jusqu'à février, là, maintenant. Il y a de plus en plus aussi de serre là, au Québec, là, pour les tomates. Là, les fraises, ça commence et tout. Fait que c'est ça, mais sinon, c'est vraiment d'aller chercher des aliments biologiques le plus écologique possible, mais qui viennent d'ailleurs, le moins loin possible. Fait que souvent, ça va être Mexique. Eux nous produisent énormément de légumes à l'année au Mexique. Ouais. Un peu comme le café puis le chocolat, des trucs. Ouais. Cool. Puis sinon, une autre question que moi j'avais, c'était pour le projet, comment est-ce que vous arrivez à... parce que là, tu parlais que tu avais des bonnes marges quand même, mais est-ce que ces marges-là sont suffisantes pour financer votre projet? Comment est-ce que ça a été difficile de se rendre à un point où est-ce que vous aviez assez de marge, assez d'employés? Là, tu vous parlais avez tout investi, vous êtes allé chercher un emprunt? On a fait vraiment des mix à chaque fois, dans le fond. Fait qu'on a mis un investissement de notre poche au début, en plus d'aller chercher un emprunt qui était vraiment pas si gros que ça. Puis on a fait un sociofinancement, on a gagné quelques concours de bourse. Fait que on a fait vraiment un mix là, dès le début. Puis à chaque succursale, c'est pas mal ça. Là. C'était un mix entre de l'argent gagné, subventionné. C'est pas des subventions du gouvernement ou quoi que ce soit. Ça, on n'en a jamais eu. Non, mais, pourquoi pas? Non, parce que c'est comme les subventions d'environnement, ils vont beaucoup aux gros pollueurs qui polluent moins. Okay. Si tu pollues déjà pas, c'est comme pas d'historique de pollution, puis c'est comme les subventions sont admises sur des réductions d'empreinte écologique. Fait que ça, on a toujours eu la misère à se positionner là-dessus. Mais non, mais dans le fond, moi ce qui était vraiment important pour moi dès le début, c'est de le partir avec peu de frais. Fait que ça, je pense que c'est vraiment important. Fait que comme notre modèle, il est vraiment rapidement clé en main, puis ça coûte pas cher, puis on n'a pas des gros emprunts. Si on s'était mis un gros emprunt dès le début, ben là, il faut que tu le mettes dans les prix des aliments, tout ça, puis c'est là que ça devient super dur de rester abordable pour les gens. T'sais, parce qu'on se positionne pas comme une épicerie fine, on veut vraiment que ça soit accessible à tous, de bien manger, de bien s'alimenter, autant pour la planète que notre santé. On trouve que ça devrait vraiment pas être un luxe de pouvoir se le payer. Fait que nous, dès le début, d'être abordable, c'était important. Donc, on fait, comme on a un modèle d'épicerie où nos dépenses de démarrage sont très basses, puis quitte à justement l'améliorer en cours de route pour faire quelques améliorations, rénovations, quoi que ce soit. Fait que ça a vraiment été ça l'objectif. Puis après, ben c'est juste de garder un modèle. Le fait que ça soit des épiceries de quartier, c'est juste de garder un modèle rentable, en fait, là, puis s'assurer que nos dépenses la plupart de nos dépenses sont variables, là, parce que ça serait les employés plus les coûts des marchandises vendues. Fait que, on peut facilement s'adapter. Puis c'est des épiceries de quartier, fait que le loyer n'est pas trop élevé, tout ça, fait que ça nous permet vraiment d'être flexible. Puis est-ce que le but de l'entreprise, c'est vraiment d'aller générer un profit, ouvrir d'autres épiceries, ou est-ce que le but, c'est de garder ça le plus abordable pour le consommateur directement, ou c'est un mix des deux? Ben oui, c'est ça, c'est le mix d'être le plus durable possible, puis de trouver la formule qui va vraiment nous assurer d'être périn. Dans le fond, on suit la répartition des profits des coops. Okay. Fait que c'est super bien défini, là. Fait que dans le fond, il y a comme une partie qu'on peut, quand on a des profits, donner aux actionnaires. Fait que ça, c'est correct, une petite partie. Après, il y a une partie qui doit être investie dans l'entreprise pour s'assurer de justement sa pérennité, de sa croissance, puis tout ça. Puis, il y a une partie qui doit être investie dans la communauté, mais qui nous fait rayonner en même temps. Fait que pour aller plus loin dans notre mission puis l'atteindre mieux. Fait que ça, c'est vraiment important aussi. Fait que ça a été notre modèle depuis le début. Puis nous, dans le fond, on appelle ça l'équilibre, le plan financier d'équilibre heureux, là. Mais dans le fond, tu sais, c'est de ne pas avoir une croissance infinie. Fait que, tu sais, admettons, ma succursale à Villeray, ben, de se dire, ben, quand on va avoir tel roulement, ben, on considère que est ta croissance maximale, puis c'est correct comme ça, tu sais. On l'entretient, on continue à rendre nos clients satisfaits et tout ça, mais notre but, c'est pas de croître à l'infini. Puis même les franchises, en fait, c'était ça notre objectif. Depuis le début, on voulait faire le modèle sous un modèle de franchise, puis c'est ça qu'on a fait dès le début. On a eu un
un expert qui a fait presque toutes les franchises alimentaires au Québec. OK. Fait que dans le fond, dès la première année, il a tout documenté, le processus d'ouverture, le modèle, tout ça. Fait que là, on a comme un manuel d'exploitation là, pour ouvrir. Puis c'est ce qui a fait que ça a été aussi Wow. vite et facile d'ouvrir les succursales Vous après. avez pensé là. tout de suite en partant. Ouais, là, c'était dans notre plan d'affaires, c'était ça qu'on voulait. Là, on lui a donné le mandat, c'était quasiment dans notre frais de démarrage là, de début. Là, puis il a vraiment fait ça dans la première année. Fait que puis on suit encore ce manuel-là là, pour les dernières succursales qu'on a ouvert. Là. C'est vraiment ça. Puis dans le fond, ça, ce que ça fait, en fait, c'est que la franchise, c'est pour que ça soit pas toutes les mêmes personnes qui dirigent toute l'entreprise, même à distance, puis que finalement, on est un peu déconnecté de la réalité de ces citoyens-là, de ces producteurs-là, puis vraiment d'aider, en fait, les citoyens à pouvoir l'ouvrir dans leur communauté. Fait que, tu sais, admettons qu'ils veulent en ouvrir une à Gatineau, ben c'est ton épicerie, tu reprends tes producteurs locaux que toi, tu as autour. Ouais, On veut pas, tu peux pas exporter. Sinon, tu deviendrais un centre de distribution. Exact. C'est ça. Sinon, pour être vraiment rentable, puis il faudrait, nous, avoir tous les aliments, les envoyer, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que ça reste le plus local possible. Mais quelle proportion est vraiment locale, puis laquelle qui est, comme tu disais, là, les bananes, puis le chocolat du Pérou, etc., là, tu as une certaine portion qui est internationale T'as pas dit ça, des grossistes ou c'est quoi le... Des distributeurs. Distributeurs. Mais quelle portion qui est locale, tu dirais? Je dirais environ 70%. Puis je dirais qu'on a commencé peut-être comme 40%. Ça l'augmente. Je trouve les startups puis les entreprises québécoises, ils ont tellement évolué là, en 6 ans. Là, je trouve ça vraiment incroyable. Tu sais, comme mon exemple avant, je disais, tu sais, le riz, les noix puis le quinoa, tu sais, ça peut pas être du Québec. Puis maintenant, on en a du quinoa bio du Québec, de très bonne qualité, accessible. Tu sais, là, il y a beaucoup de... Ça l'a passé à l'épicerie et tout, tu sais, les graines de citrouille, les patates douces, là. J'ai un nouveau fournisseur bio à longueur d'année. Tu sais, fait que comme ça évolue tellement vite, là, puis nous, dans le fond, c'est sûr que c'était ça notre modèle, de soutenir les petites entreprises. Fait que c'est pour ça qu'on a 130. Fait que c'est pas tout le monde qui pourrait gérer 130 fournisseurs, 130 commandes par semaine, 130 factures. Tu sais, ça apporte quand même une certaine lourdeur qui pourra jamais être faite dans des supermarchés que tu as 10 000 produits. Puis, tu sais, ça serait infini le temps à passer. Il faut vraiment comme être proche de tes producteurs puis de tes clients puis bien comprendre le mouvement là-dedans. Okay. Il y a 6 ans, là, il y avait beaucoup d'importés, tu sais, comme fait. C'est, même les produits de soins corporels, maintenant, on a tellement depuis 6 ans tellement d'entreprises québécoises qui font des produits écologiques, biodégradables et tout. Puis après, tu sais, des fois, ils ont quelques ingrédients que là, eux, ils importent pour la formulation qu'on n'a pas encore, qu'on produit pas ou qu'on n'a pas encore au Québec. Mais même ça s'est beaucoup amélioré, même dans les ingrédients des produits. Ah. Puis votre critère premier, c'est la proximité? C'est l'empreinte écologique. Fait que c'est vraiment une approche... Dans le fond, nous, c'est ça notre background. Fait que, tu sais, moi, je faisais les empreintes carbone de Québécois dans mon ancienne job. Là. Fait que, tu sais, c'est de regarder vraiment où l'empreinte globale. OK. Toutes les étapes du... Ouais. OK. Puis dans l'alimentaire, c'est souvent dans la production qu'il y a le plus... puis souvent, dans la production, il va être inclus les pertes alimentaires au champ qui ont quand même un impact en se décomposant et tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Ça, souvent, dans l'alimentaire, c'est le transport, l'emballage. Après, on va regarder... fait que, tu sais, on va regarder un peu l'ensemble, mais c'est vraiment... la fin de vie aussi, puis, si jamais il y en a. Puis, concernant l'empreinte écologique, là... tous les calculs sont basés sur un modèle plus conventionnel de production, genre agricole conventionnel. Ben c'est ça, c'est là que c'est intéressant. C'est vraiment là qu'il y a des grosses différences. Ouais, si c'est des grosses monocultures traditionnelles, fait que beaucoup d'engrais chimiques, de pesticides, ça, c'est vraiment le pire. Après, si c'est une monoculture biologique, mais une immense monoculture avec des tracteurs mécanisés et tout, il y a quand même un impact. Après, il y a la permaculture. Puis après, même dans notre balado, on parle de nouvelles innovations encore plus loin, qui vont encore plus loin que la permaculture, que là, tu peux produire encore plus avec encore moins de ressources, puis être vraiment plus en biodiversité. Fait que là, c'est la biodiversité qui va t'aider à créer l'équilibre de production. Fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de modèles, puis c'est là qu'il faut regarder comment c'est fait. Moi, ça me touche mes cordes énormément. Là. J'ai étudié là-dedans aussi, puis en génie bioressources, puis je me pars une petite ferme, puis tout ce que tu dis, là, ça me... C'est tes enjeux d'étudier. Oui, exactement. Mais là, en fait, parce que j'ai tout le temps cette discussion-là avec ma blonde sur la viande. En fait, on en a parlé un peu au début, puis
j'aimerais croire qu'il y a un modèle qui pourrait être bénéfique ou positif ou carbone positif, dans le sens que les herbivores, ils peuvent améliorer la terre puis rajouter du carbone dans la terre si c'est fait de manière responsable et Ben, c'est une étape souvent dans la permaculture, non? Oui, ben dans le fond, nous, on a par exemple, notre fermier, les arpents roses. Lui, il a des cochons dans son processus, puis c'est vraiment essentiel à comme sa formule là, pour que ça fonctionne bien. Puis dans le fond, les cochons, ils vont fertiliser la terre qui n'est pas utilisée pendant cet été-là. Puis là, il fait vraiment sa rotation sur les parcelles. Puis ben, c'est ça. Il garde certains de ses cochons, là, porteurs et tout, mais comme les cochons à la fin de l'été, tu les manges là. Puis ça fait partie du cycle. Fait que c'est vraiment, des fois, ça aide vraiment l'aspect écologique d'intégrer les animaux, mais c'est pas une production d'animaux, c'est vraiment comme c'est intégré dans la biodiversité qui te permet d'être une production le plus écologique possible. Je pense que le problème, c'est pas le fait de manger la viande, c'est plus nécessaire. C'est la façon que c'est produit, la façon que... Puis, à un certain point, la terre a une certaine capacité aussi maximale. La quantité de viande aussi qui est mangée. Je pense que ça devrait pas... idéalement, si tu suis le modèle de permaculture, tu n'as pas de la viande à tous les repas, comme on a en ce moment, mais d'en avoir une fois de temps en temps, c'est possible. C'est ça, il y a plein de niveaux avec ça, puis c'est pour ça, comme je vous disais, qu'on essaie d'être le plus inclusif possible, parce que... si t'es trop catégorique, tu vas bloquer des gens. C'est ça, le but, c'est pas de partir de quelqu'un qui en mange 2 fois par jour, tout le temps, des grosses portions, à dire « mange-en plus », c'est dire, ben c'est ça, la portion. Souvent, là, une portion, on mange beaucoup trop de protéines par rapport à ce qu'on devrait de manière générale au Québec. Là, on n'a vraiment pas besoin d'autant de protéines à chaque repas on n'est pas tous des bodybuilders. C'est ça. Non, la plupart, Toi, t'es assis toute la journée, Christophe, non? Ouais, exactement. C'est sûr que moi, ma consommation là, moi aussi, des fois. Diminuer pas mal. Mais ma question à moi est par rapport à manger local. Je sais que c'est théoriquement possible de manger 100% local, mais réalistiquement, c'est quoi votre but? Là? Tu sais, idéalement, ou bien pas idéalement, mais plus réalistiquement. C'est de révolutionner le modèle. Ça serait quoi le pourcentage de local que vous aimeriez avoir dans vos épiceries? Est-ce que 90%, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que 95% c'est réalisable? Ben, dans le fond, moi, je pense que c'est vraiment de trouver un modèle, c'est ça qui va faire changer les choses puis qui va montrer l'exemple. Fait que notre but, c'est vraiment de montrer l'exemple à plus petite échelle, mais pour provoquer des plus gros changements. Puis, je pense que c'est réalisable éventuellement, mais de trouver une manière où on continue à manger ce qu'on est habitué de manger. T'sais. Le but, c'est pas de changer au complet parce que j'ai plein de produits québécois locaux que je peux pas vendre parce que les gens n'achètent pas. On a essayé au début, tu sais, le premier hiver là, qu'on a essayé, là, on s'est dit, c'est des légumes québécois qu'on vend. Qu'on avait juste, tu sais, des panais, des ravioles, des navets, des carottes. Ça s'est-tu vendu? Non, c'est ça. On n'en vendait pas pantoute. Fait que ça marchait pas. Puis les gens nous demandaient des poivrons verts, tu sais, tout ça. Fait des bananes. C'est ça. Fait que, des habitudes qu'ils achètent normalement. C'est de trouver l'équilibre, tu sais. Puis des fois aussi, j'ai des petits produits du terroir québécois, mais je sais que les gens ne seront pas prêts à payer ça. Souvent, c'est plus cher. Ça a été cueilli à la main. Puis tu sais, il y a plus niche. Puis il y a des petites quantités, tu sais, on ne pourrait pas nourrir le Québec avec ça pour l'instant. Fait que je pense que c'est de trouver tout le temps une diversité dans son assiette puis dans ses produits. Si la personne veut tester ce petit produit-là à petite échelle puis l'intégrer, c'est bien, mais c'est comme vraiment dans un tout que ça peut faire un changement. Fait que je pense qu'en ce moment, nous, pour ce que les gens sont prêts à payer puis à manger, on est rendu pas mal à la limite. Après, nous, c'est de continuer notre travail d'éducation pour faire connaître les autres possibilités. Nos fermiers, souvent, ils vont tester des légumes qui sont super bien adaptés au terroir québécois, qui poussent super bien, mais qui ont été comme enlevés à travers le temps à cause des monocultures qui produisent plus. Puis les monocultures se concentrent sur certains légumes qui ont le plus gros rendement, donc pour essayer d'aller chercher le profit. Fait que là, ils réintègrent un peu ces légumes-là, mais tu sais, c'est pas... même si les gens ils aiment le terroir, puis comme encourager le local, quand on les a, c'est quand même déstabilisant des fois, là. Tu sais, comme on revient à qu'ils se sentent intimidés des fois, mais là, s'ils voient plein de légumes qui savent pas comment cuisiner, savent pas quoi faire avec, c'est pas tout le monde s'attend de dire tout de suite, tu sais, peut-être qu'ils vont en essayer un. C'est ça. Mais ils vont pas consommer ça cette semaine, tu sais. Non, je comprends. Je suis sûr qu'on peut créer, en fait, un engouement. Tu sais, il y a plein de petits fruits, puis comme tu dis, là, des légumes qui sont méconnus.
s'il gagne en popularité, c'est sûr que ça va faire pencher la balance vers, au lieu de m'acheter tout le temps des bananes, mais peut-être qu'à un moment donné, je vais acheter des Gadeli ou des Camrys ou des affaires que c'est comme, c'est quoi ça? Mais s'il y en avait partout puis le monde est habitué d'en manger, ce serait... Parce que c'est ça, on a plein de petits fruits au Québec, congelés en saison, fait que tout le plus écologique possible, mais il faut s'adapter. C'est un petit peu plus surette que, mettons, un bleuet, mais tu sais, ça a la même... le même objectif. Même chose, on a plein de champignons sauvages qui sont déshydratés, qu'on peut réhydrater vraiment rapidement. T'sais, on pourrait manger juste ça comme champignons l'hiver, mais les gens sont comme pas rendus là encore. Fait mais c'est disponible, puis c'est super bon pour la santé. Les algues, on en parle souvent. C'est super nutritif, mais les gens sont comme... ça fait peur. Ouais, mais c'est super québécois. Fait qu'en tout cas... Oui, ça serait cool. En plus, c'est genre Bas-Saint-Laurent, c'est les régions plus vers le fleuve, là, j'imagine, la mer. Puis dans le fond, c'est de la cueillette de végétaux. Fait que comme il y a très peu d'empreintes écologiques, puis ça apporte des nutriments qu'on a besoin qu'on ne trouve pas souvent. Fait. Mais tu sais, c'est un mélange d'éducation puis de y aller local. Tu sais, il y a en ce moment une étude qui dit si tu manges 100% local, mais de la viande et tout, tu vas avoir un meilleur empreinte écologique que de manger 100% vegan, mais pour atteindre ton 100%, c'est ça. Pour atteindre ton 100%, tu n'auras pas le choix d'aller importer plein de produits véganes de partout. Mais après, c'est de trouver l'équilibre. Tu sais, je pense que les deux, ils ont beaucoup de limites, puis les deux, finalement, sont pas idéales. Là. C'est de se faire son modèle. Mm-hmm. Parce qu'il y a des affaires qui sont, même si c'est brandé bio. Exemple, en Californie, là, ils prennent beaucoup d'eau pour faire des amandes, puis les noix, puis c'est des grandes cultures de ça. Fait que tu te dis, mais c'est plus écologique au final ou pas? Là? Je suis en train d'encourager, ou même le lait de soya, là, le soya est fait en quantité astronomique, là, des champs de tout ça, puis c'est fait au final de façon industrielle. C'est difficile des fois de savoir, est-ce que je fais un choix qui bénéficie tout le monde? Ou il y a tellement de statistiques, tout le monde a une opinion, tout le monde a la littérature, et il y a beaucoup de... Fait que moi, je trouve ça des fois mêlant de savoir, je vais avec mon bon sens, mais puis j'imagine la plupart du monde font ça aussi, mais des fois, c'est difficile de trancher et de faire comme... Il y a des affaires qui font du bon sens, comme le gaspillage puis le sans déchets, ça, je pense pas que personne peut nier que, tu produis moins de déchets. C'est sûr que c'est meilleur pour la planète. Là, c'est plus environnemental. Puis est-ce que le local a la capacité, ou le bio local, ton modèle d'affaires, de fournir la population en entier? Si tout le monde passe à ça, est-ce qu'on est capable de soutenir? Surtout, c'est sûr qu'il va falloir élargir un peu, là, peut-être pas juste au Québec, mais est-ce qu'on a la capacité de faire ça, ou est-ce que la monoculture, les grosses industries, peut-être ça va les forcer à changer? Mais en fait, les permacultures et tout, là, ils produisent beaucoup plus de légumes puis en tonnes là, que les monocultures. Que, dans le fond, le but, c'est qu'aujourd'hui, on n'en a pas assez de petites fermes au Québec pour nourrir tout le monde, mais facilement, si on le planifie, dans 10-15 ans, on pourrait en avoir vraiment assez, puis on va nourrir beaucoup plus, en fait, finalement, de Québécois que les monocultures. Fait que ça transformer quelques monocultures en permaculture, là, ça serait suffisant. Ben oui, ça peut vraiment nourrir des gens partout. Puis, dans le fond, c'est que ça qui est le fun, c'est que souvent, on va demander à la communauté, OK, qu'est-ce que vous voulez manger? Puis, on va produire en conséquence des besoins, dans quelle quantité, puis ça va justement faire beaucoup plus de sens. Puis là, après, pourquoi on dit la viande des fois? Mais c'est de se dire, est-ce que cette monoculture-là, mettons, de soya de qualité, c'est pas des grosses qualités pour le bétail. Si déjà à la source, on transforme ce champ-là pour la permaculture, pour nourrir directement des humains, ça va de plus en plus vite. Là. On a vraiment besoin de moins d'étapes. Fait que c'est trouver l'équilibre où, mais oui, on serait capable, c'est plus rentable, la permaculture pour les fermiers. C'est vraiment mieux, tu as beaucoup moins de dépenses aussi. Fait que la rentabilité est mieux. La capacité de production est mieux. C'est juste d'en avoir. Il faut que tu en aies beaucoup. C'est à petite échelle. Tu peux pas en avoir. On va dire avant, tu avais peut-être 10% de fermiers. Ouais, puis là, de nos jours, tu en as peut-être un. Ouais, max. Mais là, il faudrait qu'on ait genre plus de monde qui deviennent des fermiers ou qui au moins deviennent. Tu sais, moi, j'ai acheté un terrain agricole, puis je fais encore ma job à temps partiel, mais on a planté des choses, puis on essaye de produire. Fait que si des gens faisaient un peu comme ça, puis se mettaient à juste produire plus, il y aurait plus de bouffe.
Puis peut-être que ça forcerait les grands à changer aussi, là, ou à... Puis on n'est pas le climat le plus propice non plus mais ça, c'est l'autre à défi. l'agriculture. Ouais, Fait que c'est si un on bon est point. capable Ouais. ici, j'imagine que c'est encore plus facile puis même d'avoir de l'extra dans des zones, des climats un peu plus Ouais. favorables, là, où ils peuvent produire à l'année. Là. Puis le problème, c'est qu'il y a beaucoup de subventions de nos gouvernements pour les grandes monocultures au Québec en ce moment. Fait que comme ils sont très subventionnés, puis c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des prix comme qu'on retrouve, mais s'ils étaient plus subventionnés par notre argent, les prix devraient puis sont augmenter backés, énormément. les Puis là, assurances, ça les pousserait à trouver peut-être des méthodes de culture alternatives plus rentables, puis qui finalement fait plus de sens avec qu'est-ce qu'ils ont, parce qu'en ce moment, ils sont pris dans la roue, tu dois acheter les semences OGM avec le, tu sais, puis si t'es pas subventionné, ils sont pas rentables, fait que c'est comme, c'est ça, du jour au lendemain, on pourrait pas changer ça, mais il faut trouver des solutions pour le futur. Cette année, ils ont, les fermiers, là, je parlais avec mon voisin, ils ont un manque de fossiles pour les entrants, là, pour l'engrais parce que, synthétique. Là, parce que c'est en Europe, puis là, c'est ça. en Europe, les ressources en ce moment, ça va pas bien. Ouais. Fait que ils savent même pas s'ils vont pouvoir produire comme d'habitude. Là, c'est un gros... J'ai dit, mais c'est une bonne occasion de passer à des fertilisants bio. Il a dit oui, mais le prix monte, puis tout le monde en veut. Le purin... mais c'est ça, le monde va étendre. Qui est étendu. Celui qui est supposé être pour la monoculture traditionnelle, il y a des pénuries cette année, puis ils savent pas s'ils vont en avoir, s'ils vont en avoir assez, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils en ont pas. Ouais. Non, c'est des gros changements, mais je pense que, comme tu dis, c'est une bonne opportunité peut-être pour les gens de réaliser un peu que... Ouais. Il y a tout le temps façon de faire mieux. Parce que les gens ne savent pas nécessairement que tout l'engrais, tous les fertilisants qui arrivent de l'étranger, puis tout ce qui arrive dans le... Les champs à l'automne, là, quand c'est drainé, il y a de l'eau qui coule à flot. Là. Le champ se lessive, il perd du topsoil, il devient nu. J'ai pris une photo, là, genre, le terrain, il est sec là, en ce moment. Là. Ça a séché là, depuis une semaine. Là. Puis c'est ça, là, c'est comme tu vois en Afrique, là, les craques partout. Ouais, là, puis, parce qu'il n'y a pas de végétation. Il n'y a rien qui le retient. Ça a été mort pendant... C'est mort depuis qu'ils ont récolté en octobre. Ouais. Il n'y a rien qui a poussé, ça a juste lessivé tout l'hiver. Fait que c'est poche un peu pour l'environnement, là, mais... Ouais. Mais, fait de votre côté, c'est quoi le but... de l'épicerie? Est-ce que c'est juste d'aller chercher, d'encourager les producteurs? Comment est-ce que vous définissez votre succès? C'est-tu d'être un moteur de changement? C'est-tu d'être de vous prendre le contrôle de tout ce qui est l'épicerie bio locale au Québec? Ou comment c'est quoi vos objectifs? Bien, c'est sûr que l'objectif en ce moment, c'est vraiment de montrer l'exemple à petite échelle pour provoquer des gros changements. Fait que c'est vraiment de transformer les choses puis montrer que ça fonctionne. Fait que moi, c'est important d'être incorporé, même si on a été catégorisé comme entreprise à vocation sociale là, par Desjardins puis tout le monde, mais c'est quand même parce que si on avait été au BNL, tout le monde aurait fait « mais on sait bien, c'est à cause des subventions, sinon ça marcherait pas à plus grande échelle », mais tu sais, c'est de le faire puis montrer que ça a du succès puis de dire ça peut marcher. Il faut arrêter de trouver des demi-mesures où, tu sais, j'entends souvent « ah, ben là, nous, on va s'attaquer à l'emballage ». Puis là, ils mettent des petites mesures d'amélioration en place. Mais tu sais, c'est comme, on a des objectifs de gaz à effet de serre qu'on n'atteint jamais. Il y a la planète, ça s'améliore pas. Mais on a des solutions qui sont là. Tu sais, c'est d'être capable de montrer on est capable de prendre de front toutes les étapes qui ne marchent pas en ce moment puis s'améliorer de manière générale pour vraiment trouver des solutions qui marchent puis qu'on va au maximum à travers toute l'empreinte, fait comme écologique. Fait que dans le fond, c'est vraiment ça le but, c'est de démontrer que ça fonctionne, de montrer l'exemple. Tu sais, comme on a eu la chance d'avoir Protégez-vous après 2 ans qui nous ont nommé comme le commerce de détail, comme ils ont fait l'historique depuis 200 ans de qu'est-ce qui a changé le commerce de détail, puis ils nous ont mis, puis avec comme Apple, Ikea, tout ça, tu sais, on était comme, ben voyons donc, on comprenait pas du tout après 2 ans. Puis là, dans le fond, après 3 ans de plus, on a encore les mêmes questions des gens qui essayent justement de comprendre puis de dire comme c'est tellement différent, mais nous, on dirait qu'on n'avait jamais eu d'entreprise, on vient d'un autre domaine, tout ça, tu sais, on savait pas que ce qu'on faisait, c'était aussi différent, mais on savait pas comment faire non plus le traditionnel, fait qu'on pouvait pas savoir. Mais c'est de se dire, ben comme il y a des solutions qui fonctionnent, puis nous, on veut rester petit pour rester agile parce que c'est ça que j'aime le plus, c'est d'encourager des startups, des innovations, ou nous-mêmes, quand on a des idées d'innovation, de les mettre en place rapidement pour pouvoir les tester parce que comme là, ça
comme ça va vite, puis il faut que les gens ils changent. Tu sais, comme après 3 années, ben là, il a commencé à avoir des allées de vrac au Rachel Berry, à certaines places. Là, les supermarchés disaient la pression des petits joueurs nous oblige à accepter les contenants réutilisables à la section boucherie, à la section fromage. Fait que, tu sais, comme c'est ce genre de changement-là. Puis là, ils ont arrêté tout ça. Ils ont fait une bonne excuse. Ouais, c'est ça. C'était vraiment une excuse parce que toutes les études ont démontré que c'était pas dangereux pour la transmission du COVID, mais ils ont fait c'est au cas. Puis là, ça, c'est vraiment plate parce que c'était des changements qu'on avait gagnés, que les gens s'étaient habitués, que on en parlait dans les médias à plus grande échelle. Puis là, c'est pas encore revenu, mais là, à un moment donné, il faudrait revenir nos bonnes actions, là, les mettre de l'avant, là, parce que il y a des manières de faire qui sont très sécuritaires, très hygiéniques, qui le permettent, puis c'est ça le but, c'est de le montrer que ça marche. Puis après, on est super ouvert de diffuser toutes ces connaissances-là, puis pouvoir aider les autres à changer aussi. Hein. Fait que est-ce que tu as vu qu'il y a plus de t'as-tu des compétiteurs qui sont venus au monde depuis que vous avez lancé? Ben moi, je dirais qu'est-ce qui a changé. C'est sûr qu'on était les premiers au Québec, là, puis là, il y en a comme une centaine là, d'épiceries écologiques zéro déchet. Là, fait que oui, ça, c'est sûr que oui, mais c'est aussi qu'est-ce qui a changé, c'est un peu partout, justement. Là, tu sais, mettons, exemple, Bull Barn, que maintenant, il y a des produits ménagers en vrac, tu sais, comme qui vont plus loin. Ou, là, dans les 2 dernières années, comme les compétiteurs, entre guillemets, mais c'est comme ça l'a explosé. C'est pas nécessairement c'est juste dans le domaine de l'alimentation au Québec, tout est en train de changer. Puis là, après, ça va être juste de se décider qu'est-ce qu'on veut, parce que la vente en ligne, pour plein de joueurs, est arrivé, tout ça. Fait que c'est juste de retrouver qu'est-ce qu'on veut, comment on veut justement, c'est quoi les objectifs de chacun, puis de dire est-ce qu'on trouve ensemble des solutions pour vraiment continuer à ce que ça fasse du sens, puis qu'on prenne soin de la santé, de notre planète, puis des petits producteurs. Fait que c'est ça. Fait que tout le domaine alimentaire a explosé depuis 2 ans. Puis est-ce que vous avez dans les plans d'avoir plusieurs entrepôts ou plusieurs épiceries de plus? Là, vous avez lancé des franchises, puis là, je pense que vous avez une franchise? Oui, sur le plateau Mont-Royal. Notre but, pour l'instant, c'est vraiment, comme ça va vraiment bien comme ça. Il y a aussi tous les changements de comportement que les citoyens ont eu dans les 2 dernières années. Fait que c'est de vraiment stabiliser ça, plus croître nos épiceries pour atteindre notre plan d'équilibre là, qu'on a parlé, pour se dire, on atteint nos plateaux où c'est vraiment une rotation optimale des revenus de nos clients, de nos citoyens. Fait que ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1 à court, moyen terme. Puis après, là, on verra c'est quoi les prochaines étapes pour continuer à faire changer la manière qu'on s'alimente au Québec. Ouais, peut-être étendre dans les périphéries. Là. Moi, je sais que de façon assez égoïste, là, moi, ça ferait mon affaire si vous en aviez ailleurs, Mais vos clients, c'est tout du monde qui vient à pied, au final? À pied, en vélo, puis il y en a en auto aussi. Là, c'est sûr que, mais ça reste... surtout maintenant qu'il y en a plusieurs dans plein de quartiers, ça reste des épiceries quartiers. Il y en a dans certaines villes à l'extérieur du Québec, puis ce qu'on voit, c'est que il faut adapter le modèle. Là. Si les gens, déjà là, justement, ils viennent de peut-être plus loin, mais c'est pas nécessairement tout le monde, c'est plus des convaincus. Comme il y a moins de monde qui se déplacent pour faire leur premier pas, deuxième pas, tandis que dans les grandes villes, on a la chance d'avoir la proximité. Fait que, mettons, on sort au métro Jarry, on est la porte d'à côté, puis... ça peut être la première, deuxième étape, ça prend pas plus de temps, puis on avance là-dedans, c'est ça qui est important. Faut pas, en région, faut pas que les gens ils pensent ça, j'irai pas parce que je veux juste faire une étape, ou comme c'est nouveau pour moi, parce que c'est pas grave que tu viennes pas faire ton panier d'épicerie au complet les premières fois. Là. Non, c'est ça, mais moi je trouve que c'est un concept qui est intéressant, puis de trouver des produits locaux, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, donc d'y aller, mais ça n'a pas nécessairement de sens de me déplacer de la Rive-Sud jusqu'au centre-ville pour aller chercher mes produits locaux jusque-là. Pendant l'été, c'est plus facile. Là. Il y a plein de petits marchés d'agriculteurs là, qui pop-up un peu partout. Je pense que c'est de juste le tester des premières fois, parce que ça va pas grandir beaucoup si les gens ils le testent pas un petit peu puis qu'ils vont un peu, parce que c'est ça, des fois on entend des gens dire j'irai pas, c'est trop loin, fait que là j'essaie d'évaluer l'empreinte écologique de ma voiture, mais la vérité c'est que
que ça va grandir plus que les gens. Tu sais, il y a comme, c'est normal qu'il y ait des périodes d'adaptation. Tu sais, ça va grandir le temps qu'il y ait un engouement. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui viennent juste une fois par mois ou 2 mois. Puis, dans le fond, c'est plus comme l'alimentaire sec, plus le détergent, le savon à vaisselle. Fait que des choses qui se conservent longtemps. Fait que, tu sais, admettons, là, on finit notre pot de noix de cajou. Tu sais, il est identifié, on le met de côté pour ça. Puis là, quand on en a 6-7 produits d'un coup, ben là, on prend des plus grosses quantités, mais moins souvent. Puis, ça permet justement, le détergent, le savon à vaisselle, tout ça, c'est souvent une bonne porte d'entrée aussi parce que c'est quelque chose qu'on n'achète pas chaque semaine. Puis ça permet tu sais, ça se conserve. Les contenants qu'on a souvent, ils sont facilement réutilisables. Fait que c'est juste de le tester puis de voir un peu. Puis ça va faire rayonner le modèle aussi à long terme. Écoute, moi ça a l'air d'être un modèle super évolutif, super... t'as l'air vraiment calme pour tout, on dirait, tous les changements qu'il y a eu dans les derniers 2 ans, puis je sais pas, t'as pas l'air stressé, là. Mais pourtant, je sais que tu travailles beaucoup, énormément. Non, c'était un contexte très... Nous dès le début de la pandémie, les 2 premiers mois, nos revenus ont baissé entre 15 et 30% selon les succursales. Puis depuis ça, là, ça fait juste des petits zigzags, mais c'est comme on peut pas dire ça a remonté. Des fois, ça a remonté, là, ça rebaissé, ça a remonté. Puis, comme, en fait, je pense que c'est comme, ça a été stressant, mais là, on dirait qu'après être passé à travers une pandémie où nos employés avaient l'impression d'aller au front, aller en guerre, parce que, tu sais, au début, c'était les seuls qui travaillaient encore, c'était les épiceries qu'on était ouverts. Toutes les autres étaient comme, restez chez vous, parlez à personne, sortez pas de chez vous. Puis là, mes employés étaient comme, ben nous, on voit comme des dizaines de personnes chaque jour, on leur parle. Au début, on n'avait pas de masque, tu sais, tout ça, tu sais, c'est comme, là, le masque, ça les a aidés à comme se sentir plus protégés. Il y a eu des études aussi qui disaient comme que ça marchait, mais on dirait qu'après avoir passé tout ça, la hausse des prix de l'alimentaire, les pénuries de main-d'œuvre, on dirait que maintenant on peut passer à travers n'importe quoi, là. Mais je pense que ça parle de la force du modèle aussi, du fait que tu as eu toutes ces embûches-là, puis ça fonctionne toujours, il y a encore de l'engouement. Votre modèle a l'air très adaptable. Que vous changez, ou juste dans la façon que vous choisissez les produits, vous êtes adaptable. Alors que j'ai l'impression que les modèles plus conventionnels, c'est ils cherchent le meilleur prix, puis une fois qu'ils l'ont, c'est acquis. Oui. Puis, effectivement, parce que comme on rentre au moins comme... C'est moi qui s'occupe de l'approvisionnement, puis je rentre au moins comme 3 nouveaux produits par semaine. Puis, des fois, les employés trouvent que ça va trop vite. C'est stressant parce qu'ils n'ont pas le temps comme d'apprendre, puis là, ils se font poser des questions parce que c'est tous des produits innovants, fait que les gens ont beaucoup de questions. Mais ça évolue vite. Puis aussi, il y a des affaires avant que les gens recherchaient beaucoup avant la pandémie, puis on a arrêté d'en vendre du jour au lendemain. Puis beaucoup d'accessoires, entre autres, parce que là, les petits sacs à lunch réutilisables, les gens, ils avaient plus besoin de ça, ou ils ont coupé dans les accessoires. Mais il y a aussi, même dans certaines alimentaires ou autres, que, tu sais, aussi, il y a eu des phases. Au début, les gens cuisinaient full. Là, il y avait des choses à la mode, comme le pain et tout. Puis, tu sais, on dirait qu'ils sont comme écœurés de certaines choses. Puis là, ils veulent plus en manger pour l'instant. Ils veulent aller faire des choses plus rapides. Tu sais, il y a vraiment des vagues. Tu vois les modes, là. Ouais. OK. Non, mais moi, je trouve que c'est super. Puis le fait que, tu sais, pour moi, ça me parle beaucoup parce que c'est la logique de dire comment est-ce que un piment qui a été cultivé en Afrique du Sud, puis qui est... En janvier, mettons. En janvier, puis qui arrive... peut-être pas en janvier, parce que là, je comprends la logique de dire que le local, il est pas nécessairement compétitif, là, parce qu'il est un petit peu vieux. Mais de dire que, tu sais, en plein été ou à début de l'automne, que tu as un piment qui arrive de l'Afrique du Sud ou peu importe, puis qui te coûte moins cher qu'un piment qui a été cultivé ici, qui n'a pas eu besoin d'être transporté. Mais c'est parce que le modèle actuel global finance ça au détriment de l'environnement et du reste qui n'est pas comptabilisé monétairement. Oui, totalement. Ils ne vont pas se préoccuper de leur impact. Tu sais. Moi, là, c'est ça, on travaille vraiment beaucoup sur le juste prix. Puis c'est de se demander, ton but, c'est pas que ton produit soit le plus cheap possible, dans le sens le moins cher possible, parce que ça veut dire que soit l'environnement a été mis de côté un petit peu, fait qu'ils ont coupé court sur certains aspects environnementaux, ou les employés. Ou le côté social, fait qui l'a produit, comment ils l'ont produit, dans leur chaîne aussi, tu sais. Fait que moi, mettons, maintenant, quand je vois des gros rabais, là, je suis comme, tu sais, que ça fait pas de sens. Fait que tu regardes ton aliment, là, puis
moi, je suis gênée. Là. Je suis comme, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a été exploité en quelque part là-dedans. Là, puis souvent, c'est ça aussi que certaines entreprises vont vraiment mettre de l'avant, puis ils vont nous pousser dans leur publicité, leur marketing traditionnel, qui déjà là, tu sais, qui coûte extrêmement cher de nous pousser ça. Fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui gagne là-dedans, mais pas les bonnes personnes. Fait que si on voit quelque chose super pas cher, mais moi, maintenant, mon réflexe, c'est tout le temps faire comme, OK, c'est sûr qu'ils ont exploité des gens quelque part qui vivent vraiment pas bien de leur job, mais c'est grâce à ça que nous, on va payer ça moins cher, mais peux-tu me le payer au plein prix, puis encourager qu'ils ne fassent pas de concessions sur les employés qui ont travaillé à ça, puis sur l'environnement, tu sais. Fait comme maintenant, c'est vraiment de se dire, ben c'est quoi le juste prix? Parce que le juste prix, c'est pas que ce soit le moins cher possible, c'est de trouver la bonne qualité, puis d'être sûr que ton producteur, ben il est capable d'en vivre, puis bien, puis de continuer à en vivre. Tu sais, les fermiers au Québec, ils gagnent vraiment pas beaucoup d'argent, puis c'est quand même plus cher que des produits, comme tu dis, que ton piment d'Afrique. Comme ça fait pas de sens. Ou que, tu sais, il est vendu avec une marge tellement petite ou tellement, tu sais, à perte que tu dois, que, tu sais, eux font ça pour te pousser à acheter plus, puis que tu sais, dans le fond, ils te poussent à la surconsommation. On mange trop, on gaspille trop. Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste dépenser le même panier, mais de réduire de 50% nos aliments ou de changer nos aliments pour des trucs qui sont un peu plus... Considérant le juste prix, là, je trouvais que c'était un bon sujet. Là, une famille moyenne, on veut dire une famille peut-être plus un salaire moins élevé, là, est-ce que c'est faisable ou comment dire? Est-ce qu'ils pourraient faire l'épicerie chez vous comme à longueur d'année? Est-ce que, comparé à leur... Je sais que ils finiraient par bien manger. Je pense qu'ils dépenseraient plus cher que peut-être leur habitude. Dans le sens, combien... Ma question n'est pas bien posée. Non, je la comprends. Mettons, là, quelqu'un qui vient chez vous fait son épicerie de la semaine, là, combien tu dirais ça leur coûte là, pour 2 personnes? Ou parce qu'en ce moment, c'est cher de toute façon, l'épicerie. Mais ça dépend aussi qu'est-ce que... Tu sais, si tu compares d'acheter des produits, des légumes versus du junk food, c'est sûr que tu vas probablement trouver du junk food. Je sais, mais comment t'encourages ça? Parce que tu vas tout le temps avoir la plainte où les gens vont dire ben c'est pas tout le monde qui peut se payer ça ou c'est pas tout le monde qui peut se payer de la bonne bouffe ou je comprends que c'est dans votre mission. Là, mais c'est ça, je pense, premièrement, là, ça, c'est vraiment en ce moment, il faut que les gens ils recomparent leur prix là, parce que là, il y a eu des hausses importantes dans tous les secteurs alimentaires, là, puis qui recomparent parce qu'on est rendu vraiment abordable. Fait que c'est sûr que c'est pas pour 100% des produits qu'on va être moins cher que ce qu'ils achètent, mais pour beaucoup de produits, oui, on va être moins cher. Mais après, c'est les gens, il faut vraiment qu'ils voient ça dans un tout. Fait que, dans le fond, c'est sûr que nous, on a beaucoup de produits non transformés. Fait que il faut cuisiner plus à la maison. Mais cuisiner plus, c'est vraiment abordable. Fait que, dans le fond, c'est vrai. plus on cuisine, puis c'est pas obligé de cuisiner chaque soir tout le temps, mais si les gens, encore une fois, c'est ça, si les gens ont l'habitude de consommer des produits ultra transformés, ce qui vont sûrement être plus cher, mais juste commencer par cuisiner un plat avec des produits de base. Puis tu peux faire une grosse portion, congeler une partie, puis en avoir pour plusieurs repas. C'est sûr, ça va coûter moins cher. Après, nous, on promouvoit aussi toutes les protéines végétaliennes alternatives ou végétariennes. Donc, déjà, de remplacer des repas de viande par des repas, un chili, tu sais, c'est des affaires qu'on est habitué, là. Personne ne s'en rend compte. Un plat de pâtes qui n'a pas de viande dans la sauce, tout ça, c'est vraiment des affaires de base, mais ça va économiser aussi beaucoup. Fait que c'est vraiment dans l'organisation globale que... Puis peut-être que c'est pas la première semaine que là, on va voir tout de suite la différence, puis j'encourage justement personne à changer tout de suite, mais on en a plein là, de familles qui ne gagnent pas des gros salaires. Là. C'est pas des gens qui, normalement, comme qu'on aura en tête, qui sont comme eux, ils mangent juste bio. Parce que, tu sais, il y a plein de produits bio transformés, pas chez nous, là, mais tu sais, en général, au Québec, c'est extra cher. Même moi, je ne paierais jamais ça, tu sais. Il y a plein de choses que je ne paierais pas, mais après, c'est de se dire, ben qu'est-ce que je veux, puis de voir comment ton alimentation peut être transformée tranquillement pour ça devient tellement abordable. Là. Moi, personnellement, mon budget d'épicerie par semaine, c'est 70 $ par personne, personnellement. Puis j'achète comme 80% des choses chez Locaux. Fait que... Cool. Ouais. Puis tu sais, comme quand on a commencé au début, puis au début, on avait comme 300 produits, là, tu sais, puis là, on en a comme 1000 cucs. Tu sais,
admettons, ben, c'était peut-être 40%. Puis là, tu sais, avec le temps, ben, comme c'est avec le temps, même moi, que ton armoire, on s'habitue, tes recettes clés, tu t'habitues, le temps que tu as. Puis là, c'est là que je suis capable de faire comme 2 fois sur 3 toute mon épicerie chez Loco. La 3e fois, ben, c'est des produits, soit que je veux me gâter, plus transformés, que je sais que sont moins bons pour ma santé. Ou... Mais c'est vrai que ça devient une habitude parce qu'au final, quand tu fais ton épicerie, tu dis, bon, il manque de ça, il manque de ça, j'ai plus de ça, j'ai plus de ça, d'habitude, je prends ça. Puis plus tu cuisines, plus ça devient abordable aussi. Parce que, tu sais, on l'a tout vu, la première, puis avec Loco, ça vient pallier un peu ça. Mais tu sais, de dire, j'ai une recette, OK, là, j'imprime la recette, tout, je regarde ma liste d'épicerie, puis là, tu as comme 4 épices que tu vas utiliser moins de 1% de la bouteille ou du pot pour ta recette. Puis là, après ça, c'est comme, OK, ben là, soit faut que je le... Ben, il y a beaucoup d'épices que tu peux garder longtemps, mais tu sais, mettons un pot, une canne de lait de noix de coco, puis tu as besoin de 2 cuillères à soupe. Là, t'es comme, ben là, c'est sûr que le reste, il va juste pourrir dans le frigo. Faut que tu l'utilises, faut que tu trouves. Fait que c'est ça, si tu planifies tes recettes, puis plus que t'en fais, plus que t'es comme, OK, là, je vais ouvrir ça. Fait que, mettons, moi, je sais, j'ai un curry que j'en mets, mais j'ai aussi un pain aux bananes qui prend le lait de coco. Fait que tu fais les deux en même temps. Fait que ça devient plus économique ou... C'est ça, si tu vas en vrac puis tu dis, mais j'ai juste besoin de... Toi, t'es un papa de famille comme moi, non, Christophe? Tu sais que les restants là, dans le frigidaire, là, c'est notre job. Ouais, moi, c'est ma femme est très, très bonne pour faire l'épicerie, puis il y a tout le temps, le frigo est tout le temps rempli, puis elle cuisine beaucoup. Mais c'est ça, moi, des fois, c'est ça, c'est comme la course, moi, contre la montre. Je me dis, est-ce que je peux finir tous les restants avant qu'ils soient plus bons? Puis ça, parce que aussi, c'est ça, les enfants, ça devient plus compliqué, tu sais, de dire, admettons, on parlait de Camerise versus Bleuet. Le vendre à moi, c'est pas si compliqué. Le vendre à un enfant, c'est un peu plus difficile. Ma blonde, ce qu'elle a fait, c'est elle a pris des... Le sirop d'érable, ça l'aide beaucoup pour tout. Là, tout ce qui est trop surette, là, un petit peu de sirop d'érable. Pour les fruits, là, elle fait un smoothie, elle les congèle en cubes. Puis genre là, après, tu peux avoir, comme tu disais, là, tous les fruits du Québec, là, ça peut tout être congelé. Ouais. On a des fraises, quand c'est le temps, on en achète en masse. Ouais. Il faut l'espace de congèle, là, par contre, là, pour comme garder ça pendant un bout de l'année. Mais ça vient tellement... Ça vient super rentable, justement, d'y aller, de faire des confitures, de transformer tes trucs aussi. Tu sais, nous autres, on fait beaucoup avec les légumes de jardin, des salsas, des sauces tomates. Il y a un vraiment beau jardin. Ben, j'essaye le plus possible, justement, d'aller local, mais aussi, ben, tant qu'à le faire, moi, je vais le faire moi-même aussi. T'avais plein de tomates, kale, t'avais... exactement. L'été passé, t'avais... des poivrons... j'ai beaucoup des piments forts. J'essaie d'y aller avec des trucs qui ont une certaine valeur ajoutée, là, comme carottes, patates. On a tellement de producteurs au Québec, là, ça vaut pas la peine que je dise ça. Mais non, concombre, ça fait 2 ans que j'essaie, puis il meurt, ça pousse pas. Oui, c'est pas manger. J'ai lu là-dessus, là, c'est le défi cette année, là, c'est les fleurs, il faut les protéger. Exactement. J'ai aussi la marmotte là, qui vient puis qui détruit... Pourtant, j'ai un chien qui devrait protéger mon jardin, mais je pense qu'ils sont de connivence, la marmotte puis le chien. Là, fait que... On voit quand on a un jardin que, justement, tu sais, les tomates, à un moment donné, sont toutes prêtes d'un coup. Puis là, t'as comme... C'est toi qui les as fait, fait que t'as comme pas le choix de les transformer au bon moment. Exact. Puis de là, tu sais, fait que c'est juste... C'est un peu ça qu'il faut faire avec nos productions aussi locales. C'est comme... Ben là, quand c'est le temps, là, puis c'est pas cher, les tomates, tu sais, c'est se faire une journée où on les transforme, on les congèle, on fait des sauces. Tu sais, puis là, ça devient aussi plus abordable, puis en plus, tu as des bons produits que tu as transformés toi-même, donc beaucoup meilleurs pour la santé, souvent, moins de sodium, tout ça. Fait que comme c'est ça, c'est vraiment comme... C'est à la longue qu'on trouve des manières de faire, mais c'est un processus, là, puis c'est normal que ça se fasse tranquillement, puis des fois, on fait un pas, on recule, mais tu sais, globalement, ça devient vraiment pas cher, puis tu sais, après, c'est justement d'être un petit peu... habitué de savoir un peu les prix. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, ben regarde, ça, c'est pas pour moi. Tu sais, même moi, quand j'achète, mettons, des légumes pour l'épicerie, tu sais, justement, si c'est d'Afrique du Sud, moi, je vais pas les prendre. Puis, on explique, ben cette semaine, il y en avait pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Puis, à date, c'est bien pris quand parce qu'il y a une réflexion derrière. Puis, quand tu peux bien l'expliquer rationnellement, les gens sont comme, ah, ben oui, ça fait du sens. Est-ce que ça fait du sens d'avoir
tout le temps à l'année longue de toutes Non, des c'est un fruit pyramides. exotique. C'est plus ça qui Ouais. fait pas de sens, tu sais. Ou de l'avoir transformé peut-être une Ouais. semaine, Oui, c'est c'est d'avoir ça. comme congelé. C'est ça. Ouais, Parce puis que- il y a tellement de compagnies, d'entreprises québécoises qui comme récoltent tout ce qu'on aurait perdu là maintenant, puis ils transforment pour donner des vies plus longues. Puis après, nous, on peut aller chercher ça, puis c'est souvent des coûts avantageux aussi. Là, fait que ça permet aussi d'aller chercher de l'alimentaire plus abordable, là, comme aussi des grades de légumes 2-3, parce que juste la forme est différente. Ben, sont aussi Exact. bons. Ça rend. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on va encourager comme initiative qui rend plus abordable les produits aussi. Tu sais. Puis moi, je trouve que tu manges mieux aussi. Il n'y a rien comme quand tu fais de la confiture, de voir combien de sucre faut que tu mettes dans ta recette Ouais. pour que ça pogne, tu sais, la confiture, elle pogne, que t'es comme, je peux. Tu sais, tu mets une petite cuillerée là, à Ouais, place tu de juste ajustes. Ouais, d'en t'ajustes. mettre plusieurs parce que tu réalises tout ce qui va. Tu sais, la même chose la sauce tomate, combien de sel que tu mets dedans pour que ça goûte comme ce que tu achètes à l'épicerie. Ouais, c'est Tu ça. sais, fait que c'est là que tu réalises pas mal de Ouais. tu sais, qu'est-ce que tu fais, puis tu ajustes un peu aussi, puis de dire Mhm. comme, OK, c'est peut-être un peu moins bon, mais genre, Ouais, je suis t'as pas de capable de manger préservatif, sans t'as ça. moins de- Sans... Ouais, exactement. Tout le nasty stuff. Là, Mais tu faut l'as- faut être organisé. Puis je pense que Oui. ça résume bien un peu le podcast aujourd'hui, c'est de dire, si on s'organise, on est capable d'aller réaliser un peu. Ouais, petit par petit, changer les habitudes. Une chose à la fois, comme tu disais, c'est de juste faire un changement, s'habituer à ça, puis ensuite essayer quelque chose de nouveau, d'une Exact. manière différente, être Exact. ouvert à différentes façons de faire. Exactement. Puis je pense que, tu sais, ensemble, on est capable d'y arriver. Il faut juste repenser un peu, puis de remettre en question des acquis ou des trucs qu'on pensait qui étaient réglés à tout jamais, ou de prendre mais tu l'as dit parfaitement, de prendre un pas en arrière pour prendre un pas en avant. Fait que sur ce, je te remercie beaucoup, Andréane. C'était super intéressant. Je pense on encourage les gens à aller dans les épiceries de chez locaux, si vous êtes proche aussi, mais si vous êtes un peu plus loin, Si vous voulez essayez- aller regarder. regardez, voir s'il y a quelque chose, une alternative proche de chez vous, ou même s'il n'y en a pas, peut-être le modèle de franchise de chez Loco peut-être peut vous intéresser. On s'adresse aux entrepreneurs, donc peut-être qu'il y en a là-dedans qui vont vouloir un peu mettre les mains à la pâte. Donc sur ça, merci beaucoup pour... Ben, merci beaucoup à vous. Merci.